Merci de cette invitation pour vous parler de la rougeole en RDC. D'abord sur un système d'alerte. Comme on le sait tous, la rougeole continue à représenter un fardeau important en RDC. Vous voyez ici, ce ne sont pas seulement des pics saisonniers, mais des épidémies majeures, la dernière ayant eu lieu en 2019. Les systèmes d'alerte à l'épidémie peuvent réduire les délais de réponse et minimiser l'ampleur des épidémies de rougeole. Et d'ailleurs, la plupart des sections de MSF ont ce genre de système en place. Malheureusement, notre analyse a démontré que MSF réagit trop tard aux épidémies. Et donc, ça m'amène à la première question de cette première présentation. Pouvons-nous identifier un système d'alerte robuste qui pourrait être utilisé de manière cohérente par toutes les sections? Et quand je dis un système robuste, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, deux choses pour moi. La première, c'est la simplicité. Il faut que le système soit facile à mettre en place, facile à interpréter. Deuxième exigence, il faut que ce soit équilibré, c'est-à-dire qu'il doit permettre d'identifier autant d'épidémies que possible, aussi rapidement que possible, mais sans avoir de fausses alertes. Nous avons fait une analyse rétrospective en 3 étapes. Premièrement, pour identifier toutes les épidémies dans toutes les zones de santé entre 2015 et 2020 en utilisant les données de surveillance du ministère de la Santé. Deuxièmement, une évaluation des seuils d'alerte et de leur efficacité pendant chacune de ces épidémies pour choisir le seuil d'alerte qui a le mieux fonctionné. Et enfin, dans une troisième étape, la détermination des seuils qui peuvent avoir des performances similaires au cours du temps et pour toutes les zones de santé. Alors, déjà, on va commencer par l'étape numéro 1 avec ces cas hebdomadaires au niveau national. Et on peut évidemment les ventiler au niveau de chaque zone de santé. Et on a à peu près 400 épidémies, 400 départs d'épidémies au cours des 5 premières années. On peut là, repérer le nombre médian de cas, 726, et la durée médiane, qui est de 31 semaines en l'occurrence. Voyons maintenant le système de détection. Alors, on peut avoir plusieurs systèmes d'alerte précoce. Le premier, c'est celui du ministère, où on a 5 cas suspects ou plus pour une aire de santé. Mais on sait que ce n'est pas toujours efficace. Et on peut lui préférer un système conventionnel utilisé par toutes les sections avec une augmentation de la tendance de cas suspectés sur 3 semaines. Mais on a vu que ce système ne marche pas aussi bien qu'on aurait voulu. Donc, je voudrais évoquer un système alternatif, c'est-à-dire un système qui utilise un seuil minimal de cas suspects dans une zone de santé donnée. Alors, les seuils évalués sont de plusieurs natures. Le seuil hebdomadaire identifie les cas suspectés pour chaque semaine. Un système tri-hebdomadaire, c'est on regarde ces chiffres sur des périodes de 3 semaines. Alors, on pourrait avoir un système qui combine le seuil hebdomadaire de 20 avec un système tri-hebdomadaire de 35 ou alors hebdomadaire de 10 et tri-hebdomadaire de 15, etc., etc. Alors, essayons de regrouper un peu tout ça avec des indicateurs de performance. Et là, comme je le disais, il faut correspondre à notre deuxième objectif, à savoir une performance équilibrée pour évaluer à la fois les indicateurs positifs et négatifs. Le premier, c'est les cas capturés par réponse. Alors, on ne sait pas si on va faire une prise en charge des cas ou une vaccination, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a un moment où on a une alerte et puis on a un certain délai avant d'intervenir. Supposons que ce soit 8 semaines. Et les cas capturés, c'est tous ceux qui sont identifiés à ce jalon des 8 semaines
Et comme c'est un indicateur positif, eh bien, il faut qu'il soit aussi élevé que possible. Pour l'indicateur négatif, on s'intéresse au nombre de fausses alertes, à leur fréquence, et évidemment, il faut qu'il soit aussi bas que possible. Et quand on met tout cela ensemble, on a ce genre de graphique. C'est un peu compliqué, je le décompose. D'abord, intéressons-nous à chaque cercle qui combine, par exemple ici, 5 à 15 cas, c'est-à-dire 5 cas par semaine, 15 cas pour 3 semaines. Sur l'axe vertical, on a l'indicateur positif et à gauche, on a le nombre total de cas capturés. Ça, c'est sur les 5 ans analysés. Et à droite, on a exactement le même indicateur, mais exprimé en pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage de tous les cas observés dans ces 5 ans qui ont pu être capturés par cet indicateur, par ce seuil spécifique. Et on a en bas les fausses alertes. Alors, ce système alternatif, compare-le à cette tendance toutes les 3 semaines et pour voir comment il se serait comporté, eh bien, on voit que notre système alternatif fait mieux que l'ancien système. Alors, on pourrait aussi se servir uniquement du seuil hebdomadaire parce que c'est plus simple. Alors, c'est vrai que c'est mieux qu'une tendance sur 3 semaines, mais ce n'est pas aussi bien que notre système combiné parce que avec un seuil hebdomadaire et sur 3 semaines, on est mieux en mesure de capturer à la fois les pointes et ces épidémies qui ont une progression plus lente, plus linéaire. Alors là, on a une version un peu modifiée de notre indicateur de fausses alertes. C'est le risque de fausses alertes. Alors, on a pas mal d'options, mais je voudrais en souligner 2. Le premier, c'est 20-45 et l'autre 5-15. C'est-à-dire que si on a un système de plus en plus sensible, on va avoir évidemment plus de cas repérés, mais on va avoir un risque plus important de fausses alertes. Alors, le système le plus sensible aurait capturé 85% des cas, mais on aurait eu 83 fausses alertes, alors qu'un système équilibré aurait capturé 76% et moins de fausses alertes. Donc, notre système sensible a un taux de fausses alertes de 68%. Alors, c'est pas mal, mais là, je voudrais creuser un petit peu les choses. À quoi ça correspond au cours du temps? Alors, en jaune, le système plus sensible, en bleu, le système équilibré. Et là, on a les cas représentés comme pourcentage de 2015 à 2020. Ce qui est important, c'est de voir si ça a bien capturé ce qui se passe au cours du temps dans les petites épidémies saisonnières et également les grosses épidémies. On voit qu'il y a une variabilité, mais ce n'est pas significatif. Et la grosse épidémie, elle est plus ou moins au milieu. Et donc, un système sensible capture plus de cas, 10% de cas en plus, mais on a une augmentation de 25% du risque de fausses alertes. Alors, je voudrais rajouter un indicateur qui concerne la charge logistique, et c'est le nombre d'alertes concomitantes pendant un mois. Et le système sensible en crée 2 fois plus que le système équilibré. Alors, c'est pas mal en termes d'hétérogénéité au cours du temps, mais qu'en est-il de l'aspect spatial? Alors là, intéressons-nous au profil de risque, et c'est un travail qui a été fait avec Penn State. Et on vous en parlera davantage. Pour les cas capturés, on a une petite amélioration dans les zones à haute priorité.
Mais ce qui est plus intéressant, c'est le graphique à droite, c'est-à-dire que les deux systèmes d'alerte sont plus fiables dans les zones à haute priorité, alors que le risque qu'une alerte soit fausse était approximativement de la moitié dans les autres zones. Alors là, on a deux systèmes identifiés qui permettent de donner l'alerte avec un système plus sensible qui capture 10% de plus de cas, mais là, on a un risque de fausse alerte qui est élevé, plus élevé, de 25%. Et que ce risque de fausse alerte pourrait être diminué de moitié dans les zones à haute priorité, suggérant qu'un système plus sensible pourrait être utilisé dans ces zones. Alors, il y a un travail en cours, évidemment, pour voir si on pourrait appliquer ces seuils ailleurs, en RDC, mais aussi dans d'autres contextes. Là, je vais vous décrire un système de réponse d'urgence. Alors, pour vous donner un peu de contexte, ce projet URGPI a été déclenché par MSF en 2018 et l'objectif, c'est de voir comment on peut améliorer les stratégies de prévention et de réponse aux épidémies de rougeole avec 4 provinces de RDC. C'est basé sur une approche risque qui tient compte du risque, là où il y a le plus de risques d'épidémie. Et on a aussi la confirmation, la prévention, la vaccination, la surveillance, la confirmation biologique, les interventions, la recherche opérationnelle. La stratégie de surveillance dans cette zone repose sur le système du ministère avec des notifications hebdomadaires de cas par zone de santé, aire de santé. Là, la surveillance couvre tous les 20 aires à haut risque. On les prend en compte pour les interventions, mais dans les zones, dans les aires à risque élevé, on essaye d'être plus rapide pour détecter, pour avoir une alerte assez précoce dans ces aires à haut risque. On a choisi le seuil plus sensible tel que décrit par Catherine, c'est-à-dire 10 cas suspectés par semaine ou 15 sur 3 semaines. Et dans ces aires, comme on peut confirmer les cas en laboratoire grâce à MSF, on peut aussi déclencher l'alerte avec un seul cas confirmé. Dans les autres aires classiques, les 48 autres, on a choisi le seuil plus équilibré de 20 par semaine ou 35 sur 3 semaines ou 3 cas confirmés. En outre, dans les aires à haut risque, on est en contact régulier avec le ministère de la Santé pour avoir des données en temps réel et on peut aussi fournir un soutien technique et financier pour les confirmations biologiques. Alors, comme on vous l'a déjà dit, c'est très important d'identifier tout cela à temps parce qu'il y a un délai, évidemment, toujours. Et dans le projet UGPI, nous l'avons observé en 2021. Il faut environ 11 jours en moyenne, une valeur médiane de 11 jours pour déclencher l'alerte. Et ça peut même aller jusqu'à 67 jours jusqu'à ce qu'on prenne en charge les cas et qu'on lance la vaccination. Alors, est-ce que cette alerte précoce a permis d'accélérer la réponse? Eh bien, on l'a comparé à la progression de l'épidémie la première semaine avec 20 cas on regarde ici ce qui se passe dans la partie basse du graphique, c'est-à-dire en dessous de 20 cas. Et puis, tout ce qui a été fait une fois qu'on avait eu la notification de 20 cas et que donc l'épidémie était déjà en cours. En bleu, on a les aires classiques. Vous voyez ici le temps qu'il a fallu.
et la décision d'intervenir est intervenue un mois après les 20 premiers cas suspectés et la lutte a démarré 2 mois plus tard dans les zones à haut risque. Eh bien, la détection précoce nous a permis de gagner du temps, si bien que les interventions ont démarré à peu près au moment où il y a eu la notification des 20 cas. Pour conclure, ce seuil d'alerte plus bas dans les aires de santé au risque nous a permis d'intervenir avant que l'épidémie ne progresse de manière substantielle. Et même si ce seuil est plus fin, il est cependant difficile de le mettre en œuvre dans une zone géographique assez large, assez vaste. Cela dit, c'est quand même faisable d'avoir ces 2 seuils d'alerte différents en fonction du risque épidémique et il n'y a pas eu de confusion avec le ministère de la Santé. Il est important de souligner aussi que beaucoup d'alertes ont été déclenchées par le fait que les cas étaient confirmés. Et bon, là, évidemment, il y a des manques de capacité et ce sera intéressant de voir comment le test de diagnostic rapide, qui est en cours de développement pour la rougeole, pourrait être intégré dans ce système d'alerte. Enfin, je voudrais remercier Étienne et Nicolas pour leur participation sur les discussions sur ces seuils d'alerte et tous les épidémiologistes qui travaillent dans la section RDC. Merci.